Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Droit de savoir, une émission d'information et d'actualité. Comme vous le savez, il est un secret pour personne que le Congo fait partie des pays qui consacrent le plus gros de leur budget, dont la défense et l'armement. On rappelle, en 2018, le Congo consacrait près de 290 milliards de francs CFA pour la défense, alors qu'on était déjà en pleine crise économique et financière. En 2014, le Congo a consacré plus de 350 milliards de francs CFA pour la défense et l'armement. Vous me direz certainement, c'est tout normal parce qu'un État doit protéger ses citoyens et l'intégrité nationale. Le problème, c'est que ces armes ne respectent pas les mesures de sécurité. Elles échappent souvent au contrôle, faute d'un fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, le FINIADA. Voilà qui nous préoccupe aujourd'hui. Nous recevons donc sur ce plateau pour en parler Monsieur Christian Noah Gombe. Il est spécialiste en sécurité et en stratégie de défense. Christian, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin. Alors, le FINIADA, nous l'avons défini en quelques mots, bien entendu. Est-ce que tu peux nous en parler, un petit résumé sur ce que c'est que fichier et, dans le cas du Congo, est-ce qu'il existe? Oui, bonjour. Donc, très respectueusement, je tenais d'abord à me présenter. J'ai été formé en Afrique du Sud, Different Security Training, pour lequel j'ai 3 grades de sécurité, donc l'équivalent d'inspecteur technique de sécurité. J'ai participé avec l'autorisation des autorités sud-africaines à une forme de sécurité intérieure, puisque l'Afrique du Sud autorise à des étrangers, tant qu'ils respectent certaines règles d'engagement, à participer pour un renforcement de la sécurité intérieure en Afrique du Sud. Et de retour dans mon pays de naissance, le Congo-Brazzaville, du côté de Pointe-Noire, où j'ai participé à plusieurs compagnies de sécurité. J'avais près de 300 agents de sécurité sous mon commandement. Et ici en France, où je vis, où je réside, je suis agréé au Conseil national des activités privées de sécurité, mais je tiens à m'exprimer en mon nom propre. Parle-nous donc en quelques mots, c'est quoi exactement le FINIADA? C'est un concept qui a plusieurs synonymes. Fichier national d'interdiction, d'acquisition et de détention illégale d'armes, donc lesquels sont répertoriés, autorisés à avoir des armes à feu, catégorie d'armes, comment elles sont destinées. Donc, il y a le départ et à l'arrivée. Il y a des circuits de vente normale d'armement, il y a des circuits d'acquisition d'armement. Et lorsque la ligne directrice n'est pas respectée, on tombe dans l'illégalité. Soit un achat illégal pour une utilisation illégale, soit un achat conforme, mais pour une utilisation qui devient illégale lorsque des personnes qui n'ont pas qualité au métier des armes tombent en possession de ces armes et le dirigent contre le peuple, le dirige contre l'État, une forme de milice privée. Bon, Christian, pendant que tu parles de l'achat légal et illégal, est-ce qu'un État peut procéder à des achats illégaux, par exemple, des armes? Un État peut procéder à l'achat illégal d'armes lorsque ces armes déjà ne sont pas répertoriées, lorsque cela ne vient pas du besoin du ministère de la Défense, mais dès l'instant que les armes sont achetées par des canaux normaux, et la distribution est mal faite, ou bien la distribution n'est pas rendue du point de vue du ministère de la Défense, on tombe là dans l'illégalité. Dis-moi, est-ce que dans le cas du Congo, par exemple, existe-t-il le FINIADA? Malheureusement, ce fichier est défait et n'existe plus. Déjà, les 20 ans consécutifs qui viennent de passer. Le FINIADA, pour bien le répertorier, on travaille par tranche de 20 ans. 2020, 20 ans en arrière, les années 2000. 2000, 20 ans en arrière, 1980. 1980, 20 ans en arrière, 1960. Minimum sur 40 ans. Depuis 1980, il n'y a plus un vrai répertoire. Lorsqu'on a essayé de rattraper ce répertoire, ce sont les travaux du défunt général de division Jacques-Yves Motando qui proposait par le ministère de la Défense de défaire certaines bases, pas pour les annuler, mais de déplacer l'armement vers d'autres bases. Partie de Wando, une grande base d'armée de terre. Il y a des bases côté de Enyele et de Epena, avec la mystérieuse prison d'Epena, et de Epena vers Ifondo,
visant à renforcer la frontière avec la Centrafrique. Lorsque le ministère de la Défense entend de cette oreille, venant de Jacques-Yves Motando, que j'ai rencontré de son vivant, avec qui j'ai échangé, qui m'a donné certains conseils, c'est mal vu. L'idée est bonne, mais c'est considéré comme une trahison. Jacques-Yves Motando est défait du poste de chef d'état-major général des armées. Une autre personne viendra plus tard. Des changements ont été faits avec Gilbert Mokoki en tant que général de l'armée de terre. Lorsque cette mission de ravir les armes à feu, considérée comme illégale, avec les victimes et les séquelles de guerre dans le pool, certains armements sont ravis et seront brûlés symboliquement à une place quelque part au plateau des 15 ans. Mais au niveau des Nations Unies, pas de traçabilité. Au niveau intérieur, pas de traçabilité. Que faire dans une sous-région qui devient fragile? Quel est exactement le risque encouru par un État qui n'a pas le fichier, donc le FINADA, et pour quelles raisons un État s'en détournerait-il? Le risque encouru de l'absence de FINADIA, c'est déjà armes illégales achetées par des circuits illégaux et avec une utilisation illégale. Le mot illégal apparaît déjà 3 fois. Un autre aspect, acquisition normale par l'État et le ministère de la Défense, mais utilisation illégale puisque c'est quelqu'un au sein du ministère de la Défense qui va partager de l'armement de manière illégale. Ça fait légal au début, illégal au milieu, illégal en sortie. Une autre option, c'est légalement acquis par le ministère de la Défense pour des besoins d'État, légalement distribué dans le circuit FINADIA en vue d'équilibrer. Oui, Christian, quand tu me parles de l'acquisition légale des armes, distribution la légale, distribution illégale, ça me fait penser au procès où le général Nyangambwala disait que c'est eux qui fournissaient les armes à Ntoumi. Je ne sais pas si vous avez suivi ce procès. Dans ce procès, nous sommes dans le deuxième aspect, acquisition légale, distribution illégale, usage illégal, puisque dans les mains profanes, puisque dans les mains des gens qui n'ont pas qualité déjà du métier d'armes et des gens qui n'ont pas déclaré soit un mouvement, soit quelque chose et qui vient déjà à l'encontre de l'État. La Constitution interdit à un quelconque citoyen de prendre les armes contre son propre pays déjà. Et le dernier aspect, c'est acquisition légale, distribution légale dans les canaux, donc ceux qui ont qualité de faire le métier de police, douane, gendarmerie, et maintenant, utilisation illégale. Le policier vend son pistolet, son arme de service. Le policier retire dans le magasin 1 ou 2 armes à feu qu'il donne à des gens qui n'ont pas qualité. Et s'il retire et l'usage est illégal, nous avons vu tout récemment, c'est quelqu'un à bord d'un taxi qui a dégoupillé une grenade pour tuer quelqu'un qu'il a reconnu, ce qu'on appelle le crime passionnel. Dit-on qu'il sortait avec sa femme, etc. Ou bien, on a vu dans les quartiers, il y a braquage avec vol à main armée. S'il y a un matricule, la balistique, on retrouve que l'arme appartenait par exemple à un policier de la circulation routière qui est autorisé à faire usage de son arme, mais au dernier recours, s'il est menacé, s'il est pris en étau par exemple, ou bien si en état de guerre, en état de siège, à quel moment il a le droit de sortir son arme à feu pour se défendre, pas pour tuer un citoyen. Pourquoi le Congo-Brazzaville manquerait-il donc de ce fichier? Le Congo-Brazzaville vit en état de siège permanent. On ne dit pas la vérité. Au sortir de ce qu'on appelle la guerre de 5 juin 1997, ce sont les milices Cobra vainqueurs de la guerre de 97 qui s'installent et qui prennent les postes de commandement au sein des forces armées. Il faudra plus tard redistribuer qui est douanier, qui est policier, qui est gendarme, en créant certains corps qui n'existaient pas. Il y a la garde républicaine qui dit qu'il y a des missions qui ressemblent à des missions de gendarmerie, et la gendarmerie traditionnelle qui a ses missions, et on ne sait pas distinguer déjà lorsqu'il y a état de siège, lorsqu'il y a état d'urgence déclaré, lorsqu'il y a état de guerre déclaré, lorsqu'il y a application de la loi martiale. La loi martiale, en fait, c'est une loi qui vise l'interdiction d'attroupement ou de manifestation lorsque on pense pour une certaine période qui est fragile. Elle n'est reconductible, mais elle n'est que temporaire. Mais nous vivons avec des séquelles de guerre qui ne finissent pas. Il y a une forme de stress quotidien permanent puisque telle est la circulation des armes à feu et de continuer d'acquérir des armes, même pas simplement armes à feu, d'acquérir des armes de guerre, même de manière illégale. Un État terroriste, un État policier et le terrorisme d'État. Est-ce que je pense que l'absence de ce fichier justifie aujourd'hui la recrudescence
des violences, des attaques à main armée, des braquages au Congo tels que nous le suivons tout le temps? Je dirais oui. L'État congolais fragilise sa propre sécurité. Pourquoi? La présence des milices privées qui n'ont pas été dissoutes, la présence de camps de formation. On forme des jeunes, ce qu'on pouvait qualifier avant d'enfants soldats. Ils sont pris à la hâte avec des critères de sélection qui ne sont pas des critères de voie de concours. On prend des jeunes, soit de sa région, soit de son ethnie. On forme au maniement des armements lourds pendant que le Congo, République du Congo, n'a pas été en guerre face à un voisin immédiat. Il y a des accords de non-extradition avec ses voisins immédiats. Il y a des accords de non-agression avec ses voisins immédiats. Congo est membre de la CEMAC. Le Congo-Brazzaville a signé une centaine de traités internationaux comme ça. Une sécurité fragile, l'accès à des mercenaires étrangers. Donc le mercenaire, c'est comme ça devient comme un job. Le mercenaire vient au Congo, il vient remplir une mission. Combien sont ceux des mercenaires étrangers qui sont titulaires d'un passeport du Congo-Brazzaville? La justice, elle se copte avec la police. Le ministre de l'Intérieur qui est le chef de la police. Quelles sont ses missions? Un État qui fragilise sa propre sécurité et un État qui n'arrive pas à différencier qu'est-ce qu'un état de siège, qu'est-ce qu'un état d'urgence, conductible ou non reconductible, dans le cas de la loi martiale, et quels sont les rapprochements d'un état de siège qui peut basculer en loi martiale. La loi martiale, je le répète, visant à limiter les attroupements de manière temporaire. Et l'état de guerre, lorsqu'il y a état de guerre, on ne déclare pas. Avec une information faible, un actuel chef d'état-major général des armées de type sourd-muet. C'est pas une injure, c'est le type sourd-muet. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? La communication. Il communique très peu. La communication va du traitement de l'information. Au Congo, malheureusement, dans une dictature, c'est d'étouffer l'information. C'est la déformation de l'information. Le chef d'état-major général des armées peut s'exprimer au grand public, en présence de son ministre, que une élection présidentielle arrive. L'armée a son rôle et ses missions. La police a son rôle et ses missions visant à rassurer les populations civiles. Et il n'y a pas que des Congolais qui vivent au Congo. Les corps diplomatiques est accrédité au Congo-Brazzaville, un pays qui a une violence chronique, une violence cyclique. On approche d'une élection présidentielle, même les corps diplomatiques tremblent. L'annonciature apostolique. Enfin, tu es en train de décrire un État tout à fait terroriste à t'écouter, c'est cela? C'est par des faits. À l'approche d'une élection présidentielle, nous avons 2 grandes ambassades au Congo-Brazzaville qui font partie de notre vie diplomatique du point de vue des affaires étrangères et même par leur mission. L'ambassade de France fait une communication, par exemple, par rapport à le contexte actuel, il renforce son niveau de sécurité. L'ambassade des États-Unis d'Amérique fait pareil. Par rapport au contexte actuel, il renforce son niveau de sécurité. Renforcer son niveau de sécurité peut arriver à déplacer le personnel non essentiel de l'ambassade, si ce sont vraiment en danger. Soit de réduire les heures, soit de réduire le personnel, annuler temporairement certains visas, différer certains rendez-vous. Tu fais état des ambassades qui prennent un peu ces mesures pour sécuriser le personnel, par exemple. Mais que ferait donc la population? Puisqu'apparemment, là, vous décrivez ce que j'ai semblé comprendre lorsque je vous entends. Le Congo est un pays à haut risque et maintenant qu'on approche, par exemple, aux élections présidentielles, le risque est beaucoup plus élevé. Et dans le même temps, c'est sûr et certain que dans la masse, dans la population, il y a aussi cette inquiétude. Si les ambassades arrivent à prendre ces mesures, que ferait donc la population, elle, pour ne pas servir, par exemple, de chair à canon, en cas, par exemple, des conflits? La population doit se rapporter à un certain terme, un terme anglophone, KYC, Know Your Customer. Vous devez connaître votre client, vous devez connaître votre agresseur. Un État agresseur, déjà, par le refus de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs vise à limiter l'arbitraire, vise à empêcher des abus liés à l'exercice des missions souveraines de l'État, le renforcement de la justice. Si la population elle-même ne se sent pas en sécurité et se rend compte que son État ne la protège pas, que doit-elle faire? La population est appelée à se solidariser, à s'organiser. Il y a le déplacement massif de population. Vous vous sentez en danger dans telle ou telle ville, ne restez pas. Entraide et solidarité, vous faites des vivres alimentaires, vous faites des provisions alimentaires. Si vous vous déplacez temporairement dans une autre ville,
le comité du quartier, vous échangez des informations de bouche à oreille, vous signalez des situations suspectes, des comportements suspects. Un véhicule de police qui fait sa patrouille normalement, les agents en service ne sont pas cagoulés déjà, etc. Vous devez connaître votre quartier. Vous faites à pied la ronde de votre quartier. Quels sont les points d'entrée, quels sont les points de sortie. Vous communiquez efficacement. Vous rentrez un peu plus tôt à la maison. On a le cas de légitime défense. On a vu en Caï le cas de l'assassinat de Merveille. Comment le peuple a dit non. Donc on atteint un certain trop-plein et de comment un peuple, une commune, une ville qui s'organise peut faire dans un premier temps de l'autodéfense, de la légitime défense. Oui, mais faire l'autodéfense, comme vous l'avez dit, légitime défense, bien entendu, la population se sentant en insécurité voudrait bien entendu manifester son mécontentement, mais là aussi, il y a la répression, elle se retrouve parfois devant une armée, en fait, on appellerait, entre guillemets, une milice, très répressive d'ailleurs. Quand la population, on veut faire face, par exemple, à un régime qui lui paraît beaucoup trop dangereux, est-ce qu'il y a des méthodes, sans faire usage, bien entendu, de la violence? La population peut adopter une posture vigipirate, les voisins vigilants, de connaître son voisin immédiat. On se réfère là à l'administration du territoire, parce que on confond beaucoup. Si déjà un vigipirate numéro 2, c'est-à-dire un retour à un niveau de sécurité renforcé, de faire barrière déjà, si vous avez un parent, un enfant, fils, cousin, parent qui est dans la police nationale ou dans l'armée, vous lui rappelez de penser à la déontologie du métier. Un policier, un militaire qui tire sur un civil qui n'est pas en armes, et de plus qui n'est même pas concerné par des questions politiques, c'est un massacre. On pourra voir dans certains cas si ça pourra être déclaré de crime de guerre ou de crime contre l'humanité, même de génocide. Donc, adopter une posture de défense, d'autodéfense, ça peut aller jusqu'à un genre de ville morte. Un taximan, par exemple, lundi matin, pas de taxi dans toute la ville. Le taximan a garé carrément. De ne pas s'exposer déjà à un risque déjà, pour un premier temps. Oui, dans un premier temps, vous dites que la population peut s'auto-défendre. Mais nous avons assisté à certains cas, bien entendu au Congo-Brazzaville, où évidemment, lorsqu'on prend certaines mesures pour se dire, je prends un peu ici l'exemple du 20 octobre 2015, où une manifestation, la désobéissance civile avait été donc appelée par l'opposition congolaise. Pourtant, la population était dans ses droits de manifester, mais nous avons vu l'armée, entre guillemets, cette police, descendre et massacrer les jeunes. On a compté plus d'une trentaine de morts. Cela renforce encore l'illégalité. Il y a des pays qui n'autorisent même pas des manifestations, mais le cas du Congo-Brazzaville, vous autorisez par exemple une manifestation qui est bien déclarée, et c'est des policiers qui tirent sur des civils qui ne sont pas armés au cours d'une manifestation bien déclarée. C'est illégal même 4 fois. Donc, il y a des conservatoires qui peuvent être appliquées. Donc, il y a des lois du point de vue des Nations Unies, du point de vue du droit international. Il y a la loi 8 comme dans un jeu de billard, la dernière boule. Donc, l'application des mesures conservatoires, un état de sauvegarde préventif, les grandes migrations, j'ai dit, une forme de politique de la terre brûlée. Vous sentez que le vote ne tient pas, les conditions ne sont pas réunies. Déjà, de recensement général de la population, la CENI, une commission électorale nationale indépendante. Vous adoptez une forme de légitime défense, donc la loi 8. La loi 8, en fait, donc, cela vise un état de guerre de siège. Quand je dis guerre de siège, c'est pas la guerre des coups de feu. Guerre de siège, donc, ce sont des places fortes. C'est de se battre, de prendre possession des lieux de pouvoir. C'est pas moi qui le dis, mais c'est du point de vue du droit international. Donc, quels sont ce qui peut être appelé comme les lieux de pouvoir? C'est les lieux là où s'exerce le pouvoir. Et c'est des lieux, ce sont des places fortes. Gare ferroviaire, port, aéroport, Centre national de radio et de télédiffusion, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, l'Assemblée nationale. Ça peut être l'énergie, SNE au Congo, SNDE, distribution d'eau. Donc, les commissariats de police et tout, il ne s'agit pas de tuer des gens
vous prenez ces places fortes, c'est comme une forme d'occupation. Nous faisons face à un pouvoir qui est déjà dictatorial et nous occupons ces places fortes pour dire que non, nous libérer des prisonniers. Donc la prison est une place forte. En prenant une place forte, vous libérez en même temps les prisonniers qui sont dans cette place forte. On a vu des cas de voisins vigilants. Lorsque le milicien Zouloubat vient abattre des gens froidement à l'arrondissement numéro 1, Lumumba Pointe-Noire, on n'a pas attendu l'autorisation de sa sainteté, le pape, pour pouvoir se défendre. 3 ou 4 véhicules de fonction de commandement incendiés, les boutiques ont dû fermer beaucoup plus tôt. Il fallait évacuer le périmètre. Les populations se sont mises en sécurité elles-mêmes. Lorsque une partie des bérets rouges, ce qu'on appelle les super commandos, venant du bataillon Saint-Michel, qui est proche de l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire, vient en urgence, il vient simplement circonscrire le périmètre. Il ne va pas tirer dans la foule parce que dans la foule, il y a des policiers en armes qui essaient eux aussi de se défendre. Bon, le commissariat de police de Lumumba a pris quelques égratignures, mais on a limité la casse par rapport à un acte délibéré d'un milicien, soi-disant sergent ou bien quoi, et qui a abattu froidement pendant la période électorale. Faible communication du chef d'état-major général des armées. J'ai bien dit. De type sourd-muet. Il ne communique pas. Il communique très peu. Quel est le rôle de l'armée? Quel est le rôle de la police vis-à-vis des populations civiles avant, pendant, après cette période électorale? Tu parles d'un état-major qui ne communique pas, mais pourtant dans le cas, par exemple, du 17 octobre 2016 à Pointe-Noire, nous avons vu le responsable même, c'est-à-dire le commandant de zone militaire, que je ne citerai pas le nom ici, lui-même en personne, arriver sur place et menacer les manifestants et les leaders. Et j'ai entendu de mes oreilles le monsieur dire « Je suis venu avec un sélecteur ouvert ». Vous êtes de la sécurité, j'espère que vous avez compris le terme. J'ai compris parfaitement, oui. On tombe là dans la loi 10, la loi dite du fructidor. Quand le fruit est mûr, il tombe tout seul. Ou bien on peut dire en termes familiers, trop, c'est trop. Les villes, les communes sont appelées à se libérer face à un pouvoir dictatorial. C'est la charte universelle des peuples libres. Il y a même des articles inclus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Face à l'oppression, les peuples sont appelés à se libérer. Il est venu avec un sélecteur pour faire d'accord. Et qu'en est-il de sa propre famille, s'il a mis toute sa famille à l'abri? Qu'en est-il de l'état de guerre déclaré, si un mouvement se déclare, un mouvement de libération, un mouvement de révolution, un mouvement de revendication, mais qui est bien déclaré? Dès qu'il y a un barème de 25 morts, du point de vue de l'Organisation des Nations Unies, vous faites part qu'il y a 25 morts de votre côté, il y a 25 morts de part et d'autre, ou bien il y a 25 morts en plus de 25 jours sans solution. Cela peut faire bouger suffisamment les lignes au niveau de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU ne viendra jamais au Congo-Brazzaville déployer des casques bleus, déployer ses forces, s'il n'y a pas un certain travail en intérieur, du point de vue des populations civiles, du point de vue de ce qu'on appelle entre griffes l'opposition. Bon, pour moi, c'est même pas une opposition. Elle va dans le sens plutôt de punir les populations civiles innocentes, ou bien de légitimer, ou bien d'accompagner, ou bien de renforcer une dictature. Le Congo-Brazzaville, malheureusement, est une prison à ciel ouvert. Vous évoquiez la loi de 25, c'est comme ça que vous avez appelé ça, c'est-à-dire dès qu'on franchit 25 morts en 25 jours, vous l'avez dit. Dans un mouvement déclaré, déclarer un mouvement. Dans un mouvement déclaré. Et il y a naturellement l'intervention de l'ONU, c'est bien cela? On peut saisir l'ONU pour ça. Oui, mais pourtant, nous avons vécu cela, que je l'ai rappelé d'ailleurs d'entrée de jeu. Le 20 octobre 2015, il y a eu plus d'une trentaine de morts pour un mouvement déclaré à l'avance, la désobéissance civile à Pointe-Noire. Même si le gouvernement s'était attelé à cacher l'information, puisque nous avons entendu le porte-parole du gouvernement, en la personne de Thierry Mongala, dire qu'il n'y a eu qu'un seul mort. Et l'ONU n'a rien fait du tout. La communauté internationale n'a rien fait. Il y a un guide barème des invalidités. C'est un document rendu public des forces armées. Bon, j'utilise là la version du 4 décembre 2003. Ce guide barème des invalidités se rapporte à la loi 25. Lorsqu'il y a 25 morts déclarés dans un mouvement déclaré, du point de vue de l'Organisation des Nations Unies, peut intervenir. Cela veut dire que
La communauté internationale n'est pas intervenue malgré les morts qu'il y a eu à Pointe-Noire en octobre 2015, tout simplement parce que l'opposition qui avait organisé cette manifestation, la désobéissance civile, ne l'avait pas déclarée finalement. On peut parler d'un manquement. Ça n'a pas duré 25 jours consécutifs. Je n'ai pas vu à France 24, Africa 24, CNN, I24, NHK, Japan. Mais oui, un bruit au Congo doit se faire entendre au Japon. Malheureusement, c'est qu'au Congo, lorsqu'il y a de tels événements, il y a comme un blackout médiatique où rien ne filtre. Et nous l'avons constaté d'ailleurs. La preuve, en 2016, il y a eu un génocide dans le département du Poul. Et pendant tout le temps que cela a duré 1 an, les médias n'en ont pas parlé. Il y a aussi cet aspect qu'il faut tenir en compte. Ça a duré quand même 1 année. Si ce n'est pas visible déjà, c'est un Internet faible. Les communications sont mutées. Et donc, il y a l'étouffement. On étouffe en fait de ne pas donner la bonne information ou bien un blackout de la communication. Mais les différents cas. Je peux citer le cas du Burkina Faso avec le mouvement Balai Citoyen. Ils ont trouvé comment faire, déjà par la loi 8, en prenant les lieux de pouvoir. Les lieux de pouvoir sont assiégés. Ils sont tombés dans la loi 10, la loi du fructidor. Le fruit est mûr, il tombe tout seul. L'armée est restée neutre, permettant aux manifestants d'occuper ces lieux de pouvoir. Et il y a eu exfiltration du président en place, Blaise Compaoré. Deuxième cas, le cas du Soudan. Le gouvernement en place, Omar el-Béchir, l'ex-président, a forcé l'augmentation du prix du pain, qui est l'événement déclencheur. Un mouvement citoyen est lancé visant à mettre en place la loi 8, la prise rapide des lieux de pouvoir. L'armée est restée neutre. Ils sont tombés dans la loi 10, dite du fructidor. Le fruit est mûr. Et chez eux, c'était un trop, c'est trop. Et il y a eu la non-ingérence étrangère. Il y a même eu des tribunaux d'exception, voire un peu expéditifs. Ils ont fait assez rapidement. Le dernier cas, pour ne pas être trop lent, le cas de l'Algérie. Numéro 1, ils commencent par refuser une ingérence étrangère. Ils font eux-mêmes l'application de la loi martiale en réduisant les attroupements, en réduisant l'application d'un couvre-feu. Les manifestants venaient de manière organisée, sans pourtant avoir accès à tous les lieux de pouvoir. L'armée étant restée neutre, ils ont abouti, mais différemment, pacifiquement, à la démission du président Bouteflika, qui a shifté, qui a remis le pouvoir, oui, mais d'une autre façon. Mais là, tu es dans le cas où l'armée est neutre. Tu l'as bien précisé et tu as insisté là-dessus. Dans le cas du Congo, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde sait que l'armée est partisane. À ce moment-là, que doit faire la population? L'élément déclencheur, qui commence les hostilités, celui qui tire la première cartouche. Je suis venu avec un sélecteur ouvert. D'accord, je suis venu avec un sélecteur ouvert. Nous sommes plus nombreux que le nombre de cartouches que tu as dans un seul magasin, ce qu'on appelle un chargeur vulgairement. Je suis venu avec un sélecteur ouvert. D'accord, nous avons pris la résolution d'une terre brûlée. On brûle tout. Il est commandant de zone. Il sait de quoi je parle. Secrètement, ils ont formé le 332e bataillon des fusiliers marins, formé en Chine, des commandos marins. Pardon, tu as dit 332e bataillon des fusiliers marins. Ce sont des commandos marins les commandos marins formés en Chine, qui ont pour objectif principal la protection et la sécurisation des plateformes, installations pétrolières, onshore, offshore. Tu parles de ce bataillon curieusement formé par la Chine pour sécuriser les installations pétrolières en majorité françaises. Il y a quand même un paradoxe. Le paradoxe, il y a oui, mais cela venait déjà d'un secret. Ne plus tout confier à la France. Bien que la France ait des accords diplomatiques et des accords militaires, notamment dans la formation des marins. En ce qui concerne le Congo-Brazzaville, il y a la base de Libreville, marine de Libreville qui est proche, qui est celle-là qui est choisie pour la formation aussi au niveau sous-régional déjà, et des accords de principe au cas où des pétroliers, parapétroliers sont menacés en cas d'instabilité politique au Congo-Brazzaville, donc à Pointe-Noire, les travailleurs pétroliers, parapétroliers peuvent être évacués en haute mer par hélicoptère, par navire entier vers Libreville, qui ont déjà pour rôle de les sécuriser. Ceci est dans les accords. On ne peut pas modifier, ce sont des accords de défense avec le Congo. Le commandant de zone vient parler d'un sélecteur ouvert. À lui seul, il ne pourra pas sécuriser toutes les installations. À lui seul, il ne peut pas déclencher une opération de sauvegarde. La dictature est-elle d'accord de perdre le pouvoir brusquement? Elle a dans ses mains des commandos marins formés, cette fois-ci par la Chine,
qui était jusqu'alors gardé comme secret défense. Aujourd'hui, les gens commencent à savoir petit à petit. Vous avez quelques éléments d'appréciation sur ces informations, hein? Elles sont beaucoup classées, mais il y a des gens qui en parlent déjà sur YouTube. Je ne donne pas toutes les sources. Continuez à vous informer, continuez à chercher. Il y a l'exercice Luango 2014, avant le référendum, des généraux, des officiers généraux, plusieurs militaires ont fait cet exercice Luango qui avait pour objectif de circonscrire la ville de Pointe-Noire. Donc, si j'étais bien compris, ce n'est qu'un zèle pour, naturellement, les officiers, surtout congolais, de vouloir toujours mettre la force pour intimider, sinon pour tenter de régler un certain nombre d'aspects, de problèmes qui se posent parfois au Congo, puisque nous l'avons vu généralement dans les revendications sociales. Il y a aussi qu'on veut étouffer certainement l'émergence des idées insurrectionnelles. Et généralement, on brandit les armes. Comme disait d'ailleurs un officier de Brazzaville, il n'a que la Kalachnikov pour régler tous les problèmes qui se poseront dans Brazzaville. Le temps qui nous est imparti touche pratiquement à sa fin. On ne pourra pas aborder toutes les questions que nous avions en fait prévues aujourd'hui. On pourra y revenir un autre jour. Mais parlons de Madingu parce que c'est quand même capital. Il y a eu la concertation politique de Madingu. Vous avez sans doute pris connaissance des conclusions de cette concertation. D'aucuns disent que c'est un cocktail explosif. Qu'est-ce que vous en pensez? Les accompagnateurs que j'ai vus assis en train de s'amuser avec son téléphone n'osent même pas regarder la caméra. Il n'y a pas quelques jours, ils venaient se promener en Europe ici. Je suis désolé, cerné. Il vient prendre un peu d'argent de poche, de payer sa facture d'électricité ou bien quoi. Je suis désolé. Les différents dialogues le plus récents de Madingu visent en fait déjà un vote anticipé de la force publique. Un vote anticipé des forces armées. Un vote anticipé des forces armées nous fait tomber rapidement dans l'illégalité. Vous ne renforcez pas la justice. Un État dictatorial qui ne renforce pas sa justice, qui vit dans l'arbitraire, qui ne résout pas ses propres problèmes de sécurité intérieure, qui permet encore de dégrader encore la sécurité, donc de mettre en esclavage les citoyens, ceux qui vivent au Congo-Brazzaville, de mettre en danger la vie des diplomates et des corps accrédités sur le sol du Congo-Brazzaville, de ne pas permettre l'application de la démocratie déjà par le refus de la séparation des pouvoirs. Un vote anticipé des forces armées congolaises, donc ça va favoriser les doublons. La même personne a voté 2 fois, la même personne a voté sous plusieurs noms. Il y a des gens qui portent un même nom et un même prénom. Il faudra les différencier, c'est toujours des doublons. Même les morts ont voté. Donc une personne qui est reconnue comme décédée, mais on fait un vrai faux matricule pour le permettre de voter. Il y a la fausse adresse physique. On va ramener là en fait une implosion au sein même des FAC, les forces armées congolaises. Il y aura peut-être une partie des militaires qui vont dire que trop c'est trop. Il a porté la tenue, c'est pour servir l'État. Ce n'est pas pour aller massacrer des populations civiles. Il y aura des pro-dictatures, contre-dictatures. Nous avons l'ANC, African National Congress, en Afrique du Sud, mais il y avait la branche armée de l'ANC, je veux dire, l'Inkatha. Il y avait des gens qui ont milité. Il y a des gens qui ont payé de leur vie. Il y a des gens qui n'ont pas vu la libération de l'Afrique du Sud post-apartheid. Et c'est le prix du sang. Malheureusement, il y a la révolution, donc la révolution haïtienne. J'ai parlé du cas de Haïti parce que c'est tout un système qui a changé. Et malheureusement, c'est le prix du sang. Il y a de ceux qui ne verront pas la libération du Congo, mais ils sont présents en esprit. Ceux qui sont déjà morts aussi, ceux qui ont donné leur vie pour ce pays, ceux qui ont travaillé fidèlement et qui ont été trahis, ceux qui ont même, pour avoir proposé une petite idée qui est contraire à ce que la dictature pense, ils ont payé de leur vie. Vous connaissez l'adresse physique de ces hommes politiques, de ces gens qui ont mal travaillé, de ces soi-disant opposants de façade et qui mettent la vie des Congolais en danger. En cas de révolution, en cas de troubles sociaux politiques, le casier judiciaire est 100% vierge. Les populations sont appelées à se défendre, à se défendre. Probablement, ça sera aussi le mot de la fin. Alors, qu'est-ce que tu penses donc en général de l'armée, des forces armées congolaises face à la population congolaise? C'est le mouton de Panurge. Il y a une expression comme ça. Un loup avec une peau d'agneau.
Ce sont nos parents, ce sont nos frères. Noko, Tata Mwasi, ce sont nos gens. Il porte la tenue. Il va prendre l'arme de tuer encore son propre parent. Jusqu'à quand? Je crois que le peuple congolais vous a bien compris. Merci Christian Noah Gombe. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sécurité, en stratégie de défense. C'était notre invité aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez une fois de plus accordé votre temps, très précieux d'ailleurs. Il me reste à vous dire au revoir et on se retrouve très prochainement. Mais Au revoir, alors, monsieur. prenez soin de vous. Merci. C'est un honneur pour moi. Merci. Au revoir. Audio Jungle.